il avait ses cahiers dans son cartable. Oui. Il est question de ça dans vos journaux, je suppose. Oui, bien sûr. Ils seront 15 670 dans le département de la Nièvre, nous dit le journal du Centre. 227 000 en Auvergne, d'après la montagne. 852 715 dans le Nord, selon la Voix du Nord. Et en fait, quelques 12 millions dans toute la France. Le mot du jour, vous l'avez dit, pas la peine de chercher. C'est le mot rentrée, sans doute celui qui revient le plus ce matin. Difficile d'échapper à ce marronnier qui met les journaux en émoi et les infographistes à l'épreuve. Car, et là-dessus tout le monde est à peu près d'accord, jamais une rentrée n'a offert autant de nouveautés. Alors on ne va pas toutes les détailler, mais sachez que l'apprentissage d'une langue étrangère commence dès le CP. Ce sera souvent l'anglais, mais pas systématiquement. Les écoles peuvent choisir l'allemand, le portugais, le russe ou encore l'arabe. Le redoublement, il n'était pas franchement à la mode, il va se raréfier un peu plus parce que les programmes scolaires sont désormais pensés par cycle de 3 ans. CP, CE1, CE2, les fondamentaux, CM1, CM2, 6e, consolidation des acquis, 5e, 4e, 3e, approfondissement. On fera donc le point à la fin de chaque cycle et non pas à la fin de chaque année. Du changement aussi au collège, la deuxième langue vivante apparaît dès la 5e et non plus en 4e. Il y aura une épreuve aussi d'oral de 15 minutes au brevet. Tous les détails sont ce matin dans le Parisien. Alors vous trouverez aussi pléthore de chiffres dans le Figaro. La part du public et du privé, par exemple, 83% le public, 17% le privé. Les effectifs à la maternelle et au primaire, on a à peu près 25, 23 élèves par classe. Au collège, 24,8. Au lycée, 30 élèves par classe. Comme vous venez de recevoir en plus votre dernier tiers d'impôt, on en profite pour vous dire ce que tout ça coûte, parce que ça coûte un peu d'argent. La dépense moyenne par élève est de 6 500 € par an à la maternelle et au primaire, 8 800 au collège, 12 200 au lycée, ce qui confirme que plus ils grandissent, plus ils nous coûtent cher. C'est vrai, ça. Voilà. Et puis alors, pas de rentrée réussie sans une bonne petite grève, William. C'est ce que 20 minutes appelle le premier chahut. Il est programmé pour le 8 septembre, jeudi prochain donc. Il concerne la réforme du collège. Tout ça a le don d'agacer Laurent Geoffrin, dont l'édito dans Libération ce matin commence comme ça. Les syndicats de profs seront-ils un jour contents d'un ministre ou d'une réforme? Le gouvernement a créé 40 000 postes, mais on chipote, on pinaille, on ergote. Alors, je vous le disais, le mot du jour, c'est rentrée, la rentrée pour les enfants de Jules Ferry, mais aussi la rentrée pour les enfants de Raymond Kopa, de Michel Platini, de Zinedine Zidane. Le maître d'école, c'est Didier Deschamps. Lui, il est dans la vraie vie, il ne dorlote pas, il exclut les perturbateurs. Lui, son truc, c'est la sélection, et ça a donné quelques résultats lors du dernier Euro. Ce soir, Italie-France, amical. On prépare la qualification pour le Mondial 2018 et le déplacement en Biélorussie dans 5 jours. Ravi de les revoir, titre l'équipe. Ravi aussi de découvrir le nouveau sélectionneur de l'Italie. Il s'appelle Gianpiero, j'ai mal dit, Ventura. Et surtout son surnom... Venturi ou Ventura? Ventura. Et son surnom, c'est Monsieur Libido. Pourquoi Libido? Tout simplement parce qu'un jour, il a eu le malheur de déclarer « À partir de maintenant, je vais entraîner avec ma libido ». Alors, on ne sait pas ce que ça a donné, mais il l'a dit et ça lui a collé, ça lui est resté. Voilà. Grégoire Tournon a observé qu'il y avait également du football, mais ça c'est toute l'année, Jeux Olympiques ou pas. Une petite chouillette. Petite clichette comme ça, on vous l'a placé. D'accord. Alors le tennis, ça se passe où? À Flushing Meadows, à l'US Open, c'est à New York. C'était le deuxième tour avec 4 Français. Donc c'est la dernière levée du Grand Chelem, le dernier tour du Grand Chelem de l'année. 4 Français sur les cours hier et il y en a 3 qui sont passés. On va commencer par Monsieur Gaël Monfils qui lui a été appliqué. Il passe au 3e tour. Le Français 12e du classement n'a pas vraiment fait de cadeau au Tchèque Jan Satral, 226e mondial issu des qualifications et qui disputait son premier tournoi du Grand Chelem. Il faut savoir que le Parisien, lui, a déjà atteint par 2 fois les quarts de finale ici. Le score 7-5, 6-4, 6-3. Ça a été plus laborieux en revanche pour le numéro 1 français, Joe Wilfried Tsonga, qui a eu besoin de 4-7 et 3 heures de jeu pour se débarrasser du modeste Australien Duckworth, 195e. Et il vient invité par les organisateurs. Le score 6-4, 3-6, 6-3, 6-4. Ah oui. Un autre garçon qui a, lui, failli sortir, c'est Lucas Pouille, coloré. Le Français, 25e du classement, a perdu les 2 premiers sets face au Suisse Cidinelli pour s'imposer finalement 4-6, 3-6, 7-6, 6-2, 6-0. Et il y a quelques mois, Wimbledon, Pouille avait atteint les quarts de finale et il espère faire aussi bien ici.
L'élimination tricolore du jour, c'est celle de Benoît Paire. Alors, il est temps que l'été se termine pour le 44e mondial. On se rappelle qu'il a été sanctionné par la Fédération française pour son attitude au JO de Rio. L'Avignonnais est éliminé au deuxième tour ici. Le Chypriote Marcos Baghdatis l'a battu 6-2, 6-4, 3-6, 6-4. Et on va parler un petit peu de double, William, parce qu'il y a une paire qui marche très bien en ce moment. C'est Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. Ils sont en haut de votre écran et ils se sont qualifiés pour le deuxième tour en dominant le duo américain McDonald-Redlicki 7-6. 6-1. Herbert et Mahut ont déjà remporté 6 titres ensemble cette saison, dont Wimbledon et 3 Masters 1000. Et ils sont tenants du titre à New York. Quand même. Oui. On n'en parle pas assez, je trouve. Ils sont bons, ces c'est bien qu'on ait des images et aux Jeux de Olympiques, double. ils ne sont pas trop mal débrouillés. Non, c'est un peu moins bien. Ah, moins bien. C'est un peu moins bien. Bon, quoi d'autre? Un peu de football, il y aura du football ce soir avec un France-Italie. Et il y a un Italien plutôt que les Français pourraient retrouver en Ligue 1. Voilà, vous allez voir cet Italien, c'est lui, c'est Mario Balotelli qui est indésirable à Liverpool. Il débarque à Nice, c'est la fin du mercato, ancienne pépite de la Squadra Azzurra. Mais il a fait plus parler de lui pour ses frasques que pour ses exploits. Crampon au pied, donc il sera à l'OGC Nice. Le Français Moussa Sissoko, lui, jouera en Angleterre à Tottenham. Il s'est engagé pour 5 saisons. Et le PSG sans David Luiz, il retourne à Chelsea. Chelsea, donc, avec qui il avait joué avant de venir à Paris. Et du foot avec des buts, ou plutôt un but, William, le dernier de Robbie Keane sous les couleurs de l'Irlande face à Oman pour sa dernière sélection en vert. Il s'est illustré de la meilleure des façons. L'Irlande a battu Oman 4-0. C'est impressionnant. Aime le foot, je ne savais pas ça. Et vous allez voir ça, Keane maintenant va pouvoir s'occuper de sa petite famille. Il a quel âge maintenant, lui? Keane ou le bébé? Voilà. Le bébé, je vous le fais à... Allez, 9-10 mois, pas plus. Ouais, 9-10 mois. Ouais. Et ça, c'est l'arrivée de Chris Froome. Il a gagné la 11e étape de la Vuelta. Et Nairo Quintana, qui lui est arrivé 2e, est toujours leader de ce Tour d'Espagne. Vous savez peut-être pas, William, que dans quelques jours, il va y avoir un événement exceptionnel à Paris. Le championnat du monde d'escalade. Ça se passe chez nous. Et les Français sont très forts. Il y a eu une Coupe du Monde. Ça se passe en Italie. Je vous propose des Français qui gagnent. Regardez, il s'appelle Romain Desgranges. C'est la Coupe du Monde à Arco en Italie. Et ben, il est monté sur la première marche du podium en difficulté. Ça, c'est pour les garçons. Et pour les filles, je vous présente au fond de votre écran. Elle s'appelle Anouk Jobert et elle décroche sa 3e médaille d'or d'affilée. Voilà, sa spécialité, c'est la vitesse. Le but du jeu, c'est grimper un tracé vertical de 15 mètres le plus vite possible. Spider-Woman. La femme araignée. La femme araignée, c'est elle. Et enfin du rêve, William, vous savez que la saison des voiliers classiques se termine en Méditerranée. Bientôt, ils seront tous du côté Saint-Tropez. Pour l'instant, ils étaient sur l'île de Beauté, ou plutôt autour. Corsica Classique, 7e édition. Élégance sur l'eau avec 23 yachts d'exception qui se sont affrontés. Parce que je rappelle qu'ils ne sont pas là juste pour parader. Ils sont là tous pour régater avec de beaux équipages, de beaux marins. Et voilà, ils sont ensuite du côté du continent, à Nice, à Cannes et pour les voiles de Saint-Tropez à la fin du mois où nous nous rendrons. C'est beau ça, c'est dans quel endroit? C'est sud de la Corse. Sud-sud. Sud-sud là. Bien entendu. Ça, on connaît. Oui, ça on connaît. Sauf que c'est un Français qui est architecte et puis qui est aussi allé à Harvard pour étudier la composition du bois. Voilà, ça l'a intéressé parce qu'il avait envie de faire des constructions, effectivement, comme vous l'avez dit, qui soient écologiques. Aujourd'hui, on en est à des bâtiments bas carbone. On essaye d'arrêter le béton, de multiplier le bois parce que ça émet beaucoup moins de CO2. Et donc, il dit, il faut qu'on fasse du bois. Mais du bois, tu peux pas faire un immeuble de 30 étages, 12 peut-être, mais 30, c'est compliqué. Puis en plus, le bois, ça peut prendre feu. Enfin, il y a plein de choses autour du bois qui l'embêtaient. Alors, il s'est mis à étudier la composition du bois. Et puis, il s'est aperçu qu'il y avait environ 60%, parfois un peu plus, d'air à l'intérieur du bois. Il se dit, mais tiens, ça laisse de la place. Et puis, il y a de la lignine. Il dit, tiens, si on retire la lignine, qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'y mets autre chose à l'intérieur. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'il injecte un produit qui va rendre ce bois à la fois plus résistant, mais aussi translucide. Donc, ce qui veut donc dire que vous pouvez avoir un bois où vous voyez quasiment à travers et qui pourtant est plus résistant. Alors, il ne va pas commencer par faire des immeubles de 30 étages. Comme si c'était de la résine un peu. Un peu. Vous allez voir. Alors, il n'y a pas aujourd'hui. Il en est vraiment à l'étape du démarrage du prototype. Il a des petits morceaux, mais il a lancé la start-up. C'est parti. D'abord, ils feront très certainement des meubles avec. Et puis, d'ici 5 ans, on essaiera de monter un immeuble avec ce bois qui est du bois, mais un nouveau bois. Regardez. C'est un bois qui est reconstruit à l'échelle moléculaire et qui dépasse toutes les contraintes existantes du bois. Donc on fait du bois qui est imputrescible,
qui est plus résistant au feu, qui est 3 fois plus rigide, donc on peut construire beaucoup plus haut, et qui a un aspect esthétique qui est la translucidité. Le process il est relativement simple, il y a plusieurs étapes. On commence par prendre du bois massif. Ce bois massif, on va venir changer sa structure. Donc on enlève une fibre du bois, le bois il en devient plus poreux. On vient remplacer ce qu'on a enlevé par une résine végétale, c'est une matière qui vient de la nature. On va le faire durcir à l'intérieur, ce qui va densifier le bois et lui conférer toutes ses caractéristiques. L'idée, elle est née au Japon il y a quelques années. Après, je suis allé la concrétiser aux États-Unis pour vraiment travailler en relation avec les sciences naturelles, la technologie et plus largement cette interface entre plusieurs disciplines. Et donc c'est avec les échantillons que j'ai réalisés aux États-Unis que j'ai pu gagner plusieurs prix de l'innovation de retour en France. Donc on en a gagné 6 là récemment. Et ici, ce qu'on fait, c'est de poursuivre cette recherche et d'améliorer notre procédé via cette collaboration qu'on fait avec l'université là actuellement. Avec ce nouveau matériau, moi je suis architecte, je le dédie au secteur de la construction. Donc tout ce qui est seconde œuvre, donc c'est les toitures, les façades, les éléments de plancher, les éléments d'aménagement d'intérieur aussi, et dans un second temps, dans un horizon plus lointain de 5 ans, pour la construction de murs porteurs en bois armé, qui va permettre de construire beaucoup plus haut. On n'utilise que des choses renouvelables, des choses qui sont issues de la biomasse, qui sont issues de la nature. Donc ce matériau-là, il est complètement écologique. Ils appellent ça du bois armé, comme on dit du béton armé. Exactement. C'est à l'intérieur. Exactement. Sauf que ça émet 2 fois moins de CO2. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. C'est de la biomonomère qu'il injecte à l'intérieur. Et en fait, en faisant ses recherches, en bossant son morceau de bois, qu'il a commencé à trouver ça. Et puis il a continué à bosser. Et puis là, l'entreprise va démarrer. Oui, regardez, on croirait vraiment de la résine. Oui, puis alors en plus, il ne le dit pas, je crois là, mais au soleil, ça ne changera pas de teinte. Ce qui est souvent le cas du bois, qui finit par il grise. Il commence à griser un peu. Là, ça ne sera pas le cas. En fait, il change vraiment le procédé du bois, tout en gardant le bois. Donc, c'est assez intéressant. Bon, à suivre. Bonjour Dominique. À quoi ça ressemble, Vladivostok? Oui, bonjour William. Et nous y sommes rendus pas n'importe comment, puisque c'est en train à bord du fameux transsibérien que nous sommes allés jusqu'à Vladivostok, un voyage dont vous pouvez suivre les différentes étapes tous les jours de la semaine, depuis lundi, dans notre journal de 13h, et ce jusqu'à demain. Eh bien, quand on débarque à Vladivostok, William, ce qui frappe, c'est l'incroyable dynamisme et l'énergie de cette ville, une ville que l'on compare souvent, tenez-vous bien, à San Francisco, sur la côte californienne, et vous allez pouvoir vous en rendre compte tout de suite dans ce reportage que nous avons réalisé avec Patrice Hacheret et Irina Golovkova. C'est un sport venu de l'autre côté du Pacifique. Mais si là-bas, aux États-Unis, ce sont surtout les hommes qui pratiquent le football américain, à Vladivostok, ce sont aussi les femmes. Et elles n'ont peur ni des chocs, ni des coups. 2 fois par semaine, elles se retrouvent sur le terrain de l'université. Ce que j'aime, ce sont les sports d'équipe. Et ici, c'est comme une famille. Tu dépenses beaucoup d'énergie, c'est ça qui est bien. Avant, j'ai fait du basket, mais c'était pas ça. Alors qu'ici, j'ai tout de suite su que c'était un sport pour moi. Vladivostok est une ville qui bouge. Fondée en 1860 comme un avant-poste militaire, c'est le port d'attache de la marine de guerre russe en Extrême-Orient. Interdite aux étrangers pendant plus de 30 ans à l'époque soviétique, Vladivostok aujourd'hui leur tend les bras. Chinois, Japonais, Coréens, la plupart des visiteurs sont des Asiatiques qui ont en commun la passion du jeu. C'était donc l'emplacement idéal pour un casino. Celui-ci a ouvert ses portes l'automne dernier. 6000 mètres carrés, une soixantaine de tables de poker, de baccarat ou de roulette et plus de 700 machines à sous. Mais des clients que nous n'avons pas le droit de filmer, question de discrétion. Ces joueurs sont des figurants. Les vrais, eux, préfèrent rester dans l'ombre, surtout quand leur fortune échappe au fisc dans leur pays d'origine. Nous essayons de nous faire connaître à l'étranger et de convaincre nos clients potentiels que la Russie est une destination sans risque pour eux, notamment en termes, disons, de confidentialité. Ouverte et accueillante, Vladivostok veut donner l'image d'une ville moderne. Elle s'est dotée de nouvelles infrastructures comme ces ponts à haubans construits par une société française.
Une ville longtemps coupée du monde et qui peu à peu se met à la page. Elle a depuis quelques mois son premier coiffeur branché, un pour 600 000 habitants. Dmitri Filippov est un pionnier, il a trouvé le bon filon. Son salon ne désemplit pas. La génération d'avant commence à céder la place à une nouvelle génération. Des gens qui n'ont pas connu le communisme et qui veulent avoir leur propre style. Ce qui les intéresse, ce n'est pas ce qu'il y avait hier, mais ce qu'il y aura demain. On dit souvent de Vladivostok qu'elle se rêve en une sorte de San Francisco, de la côte est de la Russie. Une ville où tout est possible et pas seulement pour ceux qui se lèvent tôt. Les couche-tard se retrouvent ici, dans ce bar baptisé Contrebande, parce que Stanislav Tachkinov a longtemps vécu du trafic de pièces de voitures importées illégalement du Japon, avant d'investir dans la bière. Il n'y a pas si longtemps, la plupart des jeunes d'ici voulaient partir tenter leur chance ailleurs, à Moscou, en Europe, même aux États-Unis. Mais certains, comme moi, sont restés, et j'en connais pas mal qui sont revenus. Ils disent que là-bas, c'est une autre vie, mais qu'ici, elle est plus intéressante. De l'étranger, ils veulent prendre le meilleur et garder ce qui fait le charme de la Russie. Faire du surf, comme à Hawaï, mais en hiver et par moins 5 degrés, à la russe. Juste Dominique, une dernière question. Quand on habite aussi loin de Moscou, est-ce qu'on se sent encore russe? Est-ce qu'on se sent pas, je sais pas, un peu asiatique quand même? Non, ils se sentent vraiment très russes, William, les habitants de Vladivostok, mais malgré tout, c'est vrai, vous avez raison. Vous savez, il y a 7 heures de décalage entre Moscou et Vladivostok. Il y a 8 heures d'avion, alors que Pékin, Séoul et Tokyo, par exemple, les capitales des pays voisins, ne sont qu'à 2 heures de vol au grand maximum. Donc c'est vrai qu'on est très très loin, mais je vous promets que les habitants de là-bas, de cette ville de Vladivostok, au bord de la mer, se sentent, au bord de l'océan Pacifique, se sentent vraiment très très russes. Merci Dominique, en tout cas, suite du reportage dans nos éditions et à 13h en particulier. Merci, à très bientôt. Il avait ses cahiers dans son cartable. Il est question de ça dans vos journaux, je suppose. Oui, bien sûr. Ils seront 15 670 dans le département de la Nièvre, nous dit le journal du Centre. 227 000 en Auvergne, d'après la montagne. 852 715 dans le Nord, selon la Voix du Nord. Et en fait, quelques 12 millions dans toute la France. Le mot du jour, vous l'avez dit, pas la peine de chercher. C'est le mot rentrée, sans doute celui qui revient le plus ce matin. Difficile d'échapper à ce marronnier qui met les journaux en émoi et les infographistes à l'épreuve. Car, et là-dessus tout le monde est à peu près d'accord, jamais une rentrée n'a offert autant de nouveautés. Alors on ne va pas toutes les détailler, mais sachez que l'apprentissage d'une langue étrangère commence dès le CP. Ce sera souvent l'anglais, mais pas systématiquement. Les écoles peuvent choisir l'allemand, le portugais, le russe ou encore l'arabe. Le redoublement, il n'était pas franchement à la mode, il va se raréfier un peu plus parce que les programmes scolaires sont désormais pensés par cycle de 3 ans. CP, CE1, CE2, les fondamentaux, CM1, CM2, 6e, consolidation des acquis, 5e, 4e, 3e, approfondissement. On fera donc le point à la fin de chaque cycle et non pas à la fin de chaque année. Du changement aussi au collège, la deuxième langue vivante apparaît dès la 5e et non plus en 4e. Il y aura une épreuve aussi d'oral de 15 minutes au brevet. Tous les détails sont ce matin dans le Parisien. Alors vous trouverez aussi pléthore de chiffres dans le Figaro. La part du public et du privé, par exemple, 83% le public, 17% le privé. Les effectifs à la maternelle et au primaire, on a à peu près 25, 23 élèves par classe. Au collège, 24,8. Au lycée, 30 élèves par classe. Comme vous venez de recevoir en plus votre dernier tiers d'impôt, on en profite pour vous dire ce que tout ça coûte, parce que ça coûte un peu d'argent. La dépense moyenne par élève est de 6 500 € par an à la maternelle et au primaire, 8 800 au collège, 12 200 au lycée, ce qui confirme que plus ils grandissent, plus ils nous coûtent cher. Ouais, ça. Voilà. Et puis alors, pas de rentrée réussie sans une bonne petite grève, William. C'est ce que 20 minutes appelle le premier chahut. Il est programmé pour le 8 septembre, jeudi prochain donc. Il concerne la réforme du collège. Tout ça a le don d'agacer Laurent Geoffrin, dont l'édito dans Libération ce matin commence comme ça. Les syndicats de profs seront-ils un jour contents d'un ministre ou d'une réforme? Le gouvernement a créé 40 000 postes, mais on chipote, on pinaille, on ergote.
Alors, je vous le disais, le mot du jour, c'est rentrée, la rentrée pour les enfants de Jules Ferry, mais aussi la rentrée pour les enfants de Raymond Kopa, de Michel Platini, de Zinedine Zidane. Le maître d'école, c'est Didier Deschamps. Lui, il est dans la vraie vie, il ne dorlote pas, il exclut les perturbateurs. Lui, son truc, c'est la sélection, et ça a donné quelques résultats lors du dernier Euro. Ce soir, Italie-France, amical. On prépare la qualification pour le Mondial 2018 et le déplacement en Biélorussie dans 5 jours. Ravi de les revoir, titre l'équipe. Ravi aussi de découvrir le nouveau sélectionneur de l'Italie. Il s'appelle Gianpiero, j'ai mal dit, Ventura. Et surtout son surnom... Venturi ou Ventura? Ventura. Et son surnom, c'est Monsieur Libido. Pourquoi Libido? Tout simplement parce qu'un jour, il a eu le malheur de déclarer « À partir de maintenant, je vais entraîner avec ma libido ». Alors, on ne sait pas ce que ça a donné, mais il l'a dit et ça lui a collé, ça lui est resté. Voilà. Alors, c'est un nouveau service qui propose justement une solution pratique et solidaire, je viens de vous le dire, qui devrait faire de nombreux adeptes, je suppose, parmi les parents. Ça marche déjà très très bien. C'est une plateforme qui a juste quelques mois créée à l'initiative de 3 jeunes papas qui en ont eu marre de galérer, comme on dit, parce qu'accompagner les enfants à l'école, aujourd'hui, les parents se lèvent de plus en plus tôt parce que les temps de trajet se sont multipliés et ça n'est pas toujours évident. Et donc, ces papas se sont dit, après tout, si on galère, d'autres aussi, unissons-nous. Pourquoi ne pas créer une plateforme où on réunirait les parents d'enfants scolarisés dans la même école et qui vivent dans le même quartier? Ils l'ont fait. Il y a déjà plus de 6000 adhérents. Alors que c'est vraiment très très récent, sur Paris, Lyon ou Bordeaux ou Lille. Et en fait, on s'inscrit à tour de rôle, on donne ses disponibilités. Et ensuite, eh bien, quand vous accompagnez votre enfant à l'école, vous accompagnez également les enfants des voisins. Et ça fonctionne à tour de rôle. Et c'est vraiment malin. Donc nous les avons rencontrés. Et voilà ce que ça donne. Papa, je veux dormir. Allez, courage, d'accord? Tu vas retrouver tous tes amis, ça va te faire plaisir. Tu vas rencontrer toutes tes vacances, d'accord? Okay. L'idée, c'est de mutualiser les trajets. Et donc, plutôt que d'accompagner son enfant 5 fois par semaine, on va s'organiser avec un petit groupe de parents. Et on va accompagner une fois un petit groupe d'enfants. Et les autres fois, ce sont les autres parents qui vont accompagner vos enfants et les leurs. Les parents vont venir s'inscrire dans l'application et rejoindre leur trajet favori, l'école, la piscine, le stade de foot. Une fois qu'ils ont rejoint cette école, il y a d'autres parents qui vont déjà être présents sur ce lieu-là. Ils vont pouvoir discuter ensemble et s'organiser pour les trajets du quotidien. Une fois qu'ils se seront rencontrés dans la vraie vie, ils vont pouvoir planifier via l'application l'ensemble des jours auxquels ils vont participer et l'ensemble des jours aussi auxquels leurs enfants vont participer pour bien établir le système de roulement. Mon bureau est à 1 heure de mon domicile et tous les matins, c'est vraiment la course. Et je me suis rendu compte que beaucoup de voisins étaient dans ma situation. On s'est donc mis d'accord pour accompagner chacun notre tour les enfants le matin, ce qui nous permet de profiter de ce moment avec nos enfants, mais certains jours de pouvoir arriver beaucoup plus tôt au bureau et de rentrer plus tôt le soir. Les parents se retrouvent à un point de rencontre précisé entre eux et le parent qui accompagne, lui, va prendre en charge les enfants et faire le trajet avec eux. On considère aujourd'hui que pour des bonnes pratiques, il faut un parent pour 4 enfants. Après, ça dépend de l'âge des enfants, évidemment. Je viens de recevoir notre notification de la maman d'Axel. Il ne pourra pas venir aujourd'hui, il est malade. Donc tout le monde est là, en route alors. En cas d'imprévu, l'objectif c'est de prévenir le plus rapidement possible l'ensemble des parents. On envoie un message qui sera relayé directement par SMS et par notification à l'ensemble des parents pour prévenir qu'il y aura un retard ou une annulation. Et dans ce cas-là, un autre parent peut prendre le relais ou, évidemment, chacun peut se débrouiller de façon autonome pour emmener son enfant. Pour couvrir les risques durant les trajets des enfants et des parents, il est nécessaire, avant de s'inscrire, d'avoir validé les conditions générales qui précisent bien qu'il faut avoir sa propre assurance de responsabilité civile pour les parents et l'assurance scolaire pour les enfants. On va prévenir les parents que tout le monde est arrivé. C'est un système donnant-donnant. Il faut que les parents qui laissent leur enfant accompagnent aussi assez régulièrement. Via le planning, on sait comment équilibrer les choses. Ça permet aux parents de ne pas se retrouver à accompagner tous les jours. Très belle initiative pour les gens de la graine. Absolument. Et évidemment, on dépose au préalable une liste de parents adhérents à l'école, parce que les écoles ne vont pas remettre l'enfant à n'importe qui, fort heureusement. Parfait. Sur cette...
Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Corinne Roux. Alors c'est la dernière rentrée de ce gouvernement. Najat Vallaud-Belkacem a entrepris des réformes lourdes dans un ministère qu'on dit souvent rétif au changement. Est-ce que vous lui reconnaissez au moins le mérite d'avoir osé? Je reconnais qu'elle a osé, mais justement elle n'a pas osé pour le mérite. Elle a osé dans la mauvaise direction qui est celle de l'égalitarisme. Quand on supprime les classes bilangues, quand on renonce à l'apprentissage du latin, quand on renforce le collège unique, c'est toujours cette même direction de l'égalitarisme qui est bonne ni pour les enseignants, ni pour les élèves, ni pour les parents d'élèves. C'est tout ce que je veux arriver à changer avec les propositions que je fais sur la réforme du collège, le primaire et la transformation du lycée. Est-ce que l'école aujourd'hui va mieux qu'en 2012? Non. Pourquoi? Non, parce que on n'a pas fixé un cap clair pour les enseignants. On leur a pas dit, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on attend de vous? Ce qu'on attend de l'école, c'est d'abord qu'à la sortie du primaire, nos enfants parlent et comprennent correctement la langue française. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc j'en fais une priorité absolue, que tous les enfants maîtrisent un nombre suffisant de mots de vocabulaire et sachent s'exprimer correctement en français. Ce qu'on attend, c'est que chaque talent de nos enfants soit reconnu. C'est pour ça que je veux un collège diversifié, pas un collège unique, pour qu'on reconnaisse le talent de chacun de nos enfants. Ça veut dire, Bruno Le Maire, que vous entendez tout détricoter les réformes qui ont été entreprises par ce gouvernement? Ça veut dire que je veux porter une autre ambition pour l'école. La priorité aux Français au primaire, un collège diversifié où chaque enfant pourra trouver son talent, un lycée où on revalorisera le lycée professionnel. Moi, ma proposition, elle est forte, c'est de dire lycée professionnel, centre de formation des apprentis, Greta, on en fait des écoles professionnelles sous la direction des régions, avec les entreprises, pour que tous ces enfants trouvent un métier à la sortie. C'est des vraies transformations en profondeur. 42 000 postes ont été créés. Est-ce que vous revenez sur ces créations de postes? On verra ce qui est nécessaire. Moi, ça me un paraît peu flou, pas. on verra. Non, mais l'urgence ne me paraît pas de recruter plus d'enseignants. L'urgence, et c'est la proposition que je fais, c'est de mieux rémunérer les enseignants au primaire, qui continuent à être rémunérés moins que les enseignants des autres grands pays développés. Je veux qu'on fasse ce rattrapage. Et puis, je demanderai à tous les enseignants du collège et du lycée un effort en termes d'heures de cours. Je pense que le nombre d'heures de cours pour tous ces enseignants doit être une vingtaine d'heures. Sur les créations de postes entreprises par Najat Vallaud-Belkacem, sur les 42 000 créations de postes. Je vous dis que l'objectif n'est pas de supprimer des postes, c'est de demander aux enseignants de travailler davantage au collège et, s'agissant du primaire, de mieux les rémunérer. Alors, Nicolas Sarkozy détaille son programme économique ce matin dans le journal Les Échos. Il insiste sur ce qu'il différencie du programme d'Alain Juppé, à savoir les baisses d'impôts. Il dit l'alternance doit rimer avec la baisse des impôts et en particulier la baisse de l'impôt sur le revenu. Il faut savoir quelle est la priorité qu'on a pour la France le jour où nous reprendrons les affaires, je l'espère, en 2017. La priorité pour moi, c'est le travail. Et si on veut que chaque personne, chaque Français puisse trouver un emploi en France, c'est d'abord aux entrepreneurs qu'il faut tendre la main. La priorité pour moi, c'est de dire nous allons permettre aux entrepreneurs de créer du travail, nous allons abaisser la fiscalité sur les revenus du capital. Je propose qu'elle soit fixée à 25%. C'est intéressant. Vous dites en gros, pas de baisse d'impôt sur le revenu. Qu'est-ce que je dis aux ménages? Si je suis élu président de la République, il n'y aura, durant mon quinquennat, aucune augmentation d'impôts, aucune augmentation de taxes, aucune augmentation de cotisations. Mais vous leur dites, je ne les baisse pas, les impôts. C'est un engagement lourd. Car lorsque vous regardez toutes les promesses qui ont été faites au cours des quinquennats passés, on a promis des baisses d'impôts absolument spectaculaires. Au bout du compte, les impôts ont toujours augmenté. Moi, je prends un engagement fort. Aucune augmentation d'impôts, de taxes ou de cotisations. C'est pas très populaire comme engagement dans votre électorat, Bruno Le Maire. Est-ce que vous en avez conscience? C'est la preuve de la crédibilité de ce que je propose. Ça n'interdit pas ensuite de faire des efforts pour rendre aux ménages plus de salaire, plus de pouvoir d'achat. Je donne juste un exemple. L'obligation de cotiser à une complémentaire santé. Je veux revenir dessus, parce que j'estime que c'est de l'argent qui est pris aux salariés, alors que chacun doit être libre de choisir si oui ou non il veut une complémentaire santé. Emmanuel Macron a démissionné de son poste de Bercy pour se lancer, on va dire, dans une aventure présidentielle, même s'il n'annonce pas encore sa candidature. Très vite, vous n'avez plus le monopole du renouveau, Bruno Le Maire. J'ai jamais prétendu avoir le monopole du Un renouveau. peu quand même. Non. Le renouveau, c'est Bruno. Oui, mais je n'ai pas le monopole. Plus il y aura de renouveau dans la vie politique française, plus il y aura de renouvellement dans la manière de faire de la politique, de présenter ses idées, mieux ce sera. C'est ce dont les Français ont besoin plus que tout, d'avoir une classe politique qui change.
Merci beaucoup, Bruno Merci Le à Maire. vous. C'est à vous. Les trois grâces et trois belles, trois des plus grandes actrices françaises réunies au même endroit, au même moment, c'est-à-dire au festival du film francophone d'Angoulême qui a fermé ses portes ce dimanche. Dimanche soir. Donc c'est assez rare de les voir toutes les trois. Ah bah c'était, alors en plus, c'est un festival qui était 9e édition, créé par Marie-France Brière et par Dominique Besnéard. Et on connaît trop Dominique Besnéard, qui a vraiment l'agilité d'un frelon, qui certainement a dû faire exprès. L'agilité d'un frelon, vous savez que le tour de taille pique, aussi. hein. Oui, le tour de taille, un garçon un peu malicieux, comme ça piquant, qui était l'agent, du moins l'ami des trois, très proche, et qui est encore, qui a invité dans. Alors il y a eu des acteurs magnifiques pendant ce festival. On a vu Karine Viard à la fin, on a vu Clotilde Courreau, on a vu Sandrine Bonner, on a vu des films magnifiques, des belles actrices. Mais il a été malin, il a voulu mettre les trois plus, disons, resplandissantes, plus mythiques du cinéma français, qui sont Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, Sophie Marceau, par ordre alphabétique, dans les 2 derniers jours, dans 1 jour et demi, ce qui fait que les 3 actrices étaient là en même temps, pratiquement. L'une arrivait, l'autre partait. Et je veux dire, les gens étaient fous de bonheur, bien évidemment, de les voir les 3 réunis là-bas. Et elles sont venues présenter des films, et on a vu des actrices. Non, elles n'étaient pas là pour faire la figuration. Elles avaient elles étaient là pour travailler. Elles défendre. n'étaient pas là pour faire de la parade ou quoi. Elles étaient là pour travailler. Si Oui, il y elles a des films à défendre. Elles venaient montrer leur travail donc au festival. Alors imaginez, le festival d'Angoulême était dans un état d'ébullition totale. Moi aussi, tout le monde, les journalistes, étaient dans un état. Surtout. Ah, mais moi, c'était la pamoison. Je m'appuyais sur les murs du Mercure pour pas vaciller à chaque instant, tellement c'était magnifique. Votre amie Isabelle, dis donc, elle est garbose, magnifique. Ah, mais toutes, Isabelle. Alors, non, mais entre autres. Entre autres, non, mais les 3. Mais Isabelle A est en Garbeau. Vous allez voir Isabelle H, qui joue une chanteuse de l'Eurovision sur le retour, est absolument magnifique dans un film qui s'appelle Souvenir. Et puis Sophie Marceau, comme ça, naturelle et patente, quoi. Donc, je vous propose donc d'aller dans ce festival d'Angoulême. Nous avons réussi à rencontrer, à la suite, l'une partait, l'autre sortait, voilà, en même temps, donc Adjani, Huppert et Marceau. Ah mais je ne peux pas croire qu'il y avait une quelconque stratégie de la part de Dominique Besnéard. C'est un grand amoureux du cinéma, donc aussi un grand amoureux des actrices, mais surtout des films. Et les hasards de sa programmation ont fait que certains acteurs et certaines actrices viennent défendre les films. Voilà, je crois qu'il n'y a pas plus de mystère que ça. Petit festival qui devient grand. Et comme ils ont la délicatesse de prendre les films dans lesquels je viens à Angoulême. C'est l'occasion de rencontrer la presse, de montrer le film pour la première fois au public. Donc ce soir, ce sera l'avant-première, la première avant-première. Donc c'est émouvant, c'est un moment de retrouvailles. Ah d'accord. Avec Isabelle Adjani, ouais, on se connaît pas, mais on est là, quoi, depuis... Voilà, elle fait partie de mon histoire du cinéma. Donc je vais aller la réveiller tout à l'heure. Les actrices sont là pour venir dans un festival et pour présenter leurs films. Et moi, je suis une femme amie des femmes et donc une actrice amie des actrices. Mais je crois que la place qu'on vous assigne, on la regarde toujours avec à la fois un peu de distance, sans y croire non plus tout à fait. On peut comprendre pourquoi on vous assigne une certaine place, par la qualité des metteurs en scène avec qui j'ai travaillé, par exemple. Quelque chose, au fond, qui ne me revient pas entièrement. Merci beaucoup. De maintenir cette distance tout à fait nécessaire et vitale, voilà, ça permet aussi de faire des choses toujours différentes. Pour ça, il faut garder, au fond, un peu de fragilité, parce que c'est la fragilité qui vous pousse à faire ça. C'est pas forcément la force qui vous pousse à faire ça. Je suis une actrice, je suis une comédienne, donc je suis supposée savoir passer si j'en suis capable et si j'aime ça, comme on disait Orson Welles, dans mon humble capacité d'un registre à un autre. Je ne pense pas que ce soit le rôle d'un acteur, d'un artiste ou de quelqu'un de connu de prendre la parole sur des sujets de société. Certains sujets plus que d'autres m'interpellent. C'est difficile de rester muet, c'est difficile de trop s'exprimer aussi. Je ne fais pas de politique et voilà. Donc c'est toujours d'un point de vue humain que j'essaye d'exprimer les choses, sachant que ça peut influencer, donc je vais doucement. Voilà, je dis ce que je pense. Bon, les réseaux sont faits aussi un peu pour ça aujourd'hui, c'est bien. La difficulté, c'est de trouver les bons univers à traverser, de rencontrer les gens qui vont vous faire accéder à certains états qui sont nécessaires, évidemment, pour donner vie à certains personnages. Je crois que j'ai une bonne intuition, oui, la plupart du temps. C'est un bel hommage. Dominique, il aime les acteurs, on le sait. Peut-être même encore plus les actrices. Et on les doit tous quelque chose à Dominique. Il est dans chaque histoire de chaque personne de cinéma.
Donc c'était bien qu'il fasse ce festival. Moi, à partir du moment où il y a quelque chose à apporter, à offrir, je réponds présente. Vous inquiétez pas, il reste encore des reines à interpréter. Alors vous avez dit, elle pas, c'est magnifique. Quand elle sourit, c'est encore plus. C'est encore magnifique. Toutes ça étaient tous les un trois. peu plus de temps, là, non? Ah ben, vous auriez dû nous... J'espère qu'on va revenir, bien sûr, pour parler d'elle. Vous avez vu ce qu'a dit Isabelle Adjani à la fin? Ne vous inquiétez pas, il y aura encore des rôles de reines. Elle va encore jouer des reines. Donc toutes les trois, elles vont jouer encore des reines. C'est-à-dire qu'elles sont dans un trip un peu social, toutes les trois, en ce moment, jouer des rôles un peu des taulards, tandis qu'elles vont revenir à des rôles mythiques, extraordinaires. Oui. Donc Sophie Marceau, le 14 septembre, elle est dans La Taularde. Oui. On parlera à Charlotte. Isabelle Huppert, le 21 décembre, elle est dans Souvenir, dans lequel elle fait sa chanteuse un peu ringarde de l'Eurovision. Voilà. Et Isabelle Adjani, elle est dans Carole Mathieu, qui sera diffusée sur Arte bientôt. Il n'y a pas encore de date, mais c'est diffusé sur Arte bientôt. Nous reparlerons de tout ça. Alors, donc, Adjani, on a pris rendez-vous parce que cet entretien il s'est prolongé. Ah, bien sûr. Ces images existent, cet entretien existe. Nous le diffuserons. Voilà. On verra ça dans les jours qui viennent. Voilà, plutôt, voilà. Et Charlotte parlera avec Isabelle et Sophie. Mais regardez ce trio, regardez. Non, Charlotte Bouteloup traitera de ces trois films-là, bien sûr. Trois actrices magnifiques, magnifiques. On avait compris. Au cas où vous auriez... Oui, mais c'est bien de le redire. Elles sont comment? Elles sont magnifiques. Ah oui, non, mais éblouissantes, intelligentes. Elles aiment leur métier, elles aiment les gens. Elles aiment... Ça, c'est vrai qu'elles sont intelligentes. Les trois intelligentes. Elles sont d'abord intelligentes et très belles. Hulk. Et oui, la veuve noire, Thor. La veuve noire, c'est quoi? La veuve noire, bah, c'est quand même, il fallait une femme. Alors souvent, dans les super-héros, les femmes, elles ont des petits pouvoirs, par exemple. Wonder Woman, elles sont invisibles. La femme invisible dit, c'est quoi ton pouvoir? Bah, t'es pas là. Ah, d'accord. Si, elle a raison. Merci, Wonder Woman, c'est un super-héros quand même. Elle est très bien habillée. Sous-représentée pour l'instant. Absolument. Il faut faire quelque chose, des filles. Hein. Et donc, là, vous avez la possibilité, les super-héros, de les connaître avec les films, de les connaître avec les BD, mais vous n'aviez pas la possibilité de les connaître avec une exposition. Pourquoi c'est important, une exposition? D'abord parce que vous avez... D'abord parce que ça vous permet de bouffer, vous. Déjà, parce que ça me fait une exposition. Donc ça... Mais je suis pas sûr... que pour ça. Mais je suis pas sûr que ce soit dans le cahier des charges au départ, les Américains à New York qui se disent... we have to make buffet Thomas Hervé de Télématine. Bien sûr que si. Ils doivent se dire. Alors ça, c'est leur premier truc. Et le deuxième, la chose très importante, c'est que dans cette exposition, avec votre petit portable, vous allez pouvoir devenir un super-héros. Mais lequel? Mais comment on fait? Comment on fait? Vous allez rentrer dans la base secrète des super-héros. C'est ça. C'est pas une exposition, en fait. En fait, pour la première fois, vous allez pouvoir pénétrer dans l'endroit, vous me disiez, ce serait un peu la Batcave, quoi. L'endroit où les super-héros Avengers, donc Iron Man, Captain America, tous ces gens-là... Pour les gens qui ne connaissent pas, il faut savoir que Avengers, c'est un club, un groupement, un team de super-héros. Ils sont très copains et puis ils luttent contre les très très méchants qui veulent... Voilà, c'est ça. Et c'est pas comme les 4 Fantastiques. Attention, c'est pas la même bande, c'est autre chose. Et ce qui est très important, c'est que vous posez des questions. De quoi est fait la matière, par exemple, du bouclier de Captain America, le fameux bouclier? On ne sait pas. Bien là, vous le saurez. Comment calmer Hulk quand il s'est énervé, une fois qu'il est devenu tout vert? Il faut qu'il revienne le docteur. Et l'épée de Thor. Et voilà, c'est fait avec quoi? Eh bien, rassurez-vous, évidemment, toutes ces questions trouvent les réponses au sein de l'exposition où vous êtes l'acteur principal. Bienvenue dans l'exposition Avenger, ou plutôt devrais-je dire dans la base secrète des Avengers. La preuve, vous avez le Tesseract. Attention, c'est de l'énergie qui va leur servir à faire des tas de trucs. Bon, regardez, vous mettez la mano ici. Bienvenue dans le monde des Avengers. Ici, nous sommes dans la base secrète de Tony Stark. C'est qui Tony Stark? Iron Man. Alors attention, il n'a pas de super pouvoir en particulier, hein, non. C'est juste un type qui a des belles armures, un peu comme un chevalier. Nous allons bouter ces sauvages hors du pays. Et il a même une armure très spéciale pour lutter contre Hulk. Il a la Hulkbuster. Alors attention, ça c'est une armure qui mesure... alors justement, elle était tellement haute qu'on n'a pas pu la mettre dans l'expo. Dans la base, pardon, excusez-moi. Donc on l'a séparée en deux. Officiellement, dans l'expo, on dit qu'en fait, il est en train de la construire. Ici, on est dans le labo du docteur Banner. Alors le docteur Banner, il a fait mumuse avec les rayons gamma. Ça vous développe un petit peu la masse musculaire et ça rend grognon. Il est devenu Hulk, le gars qui est derrière. Alors, il est grand comment? Regardez, vous avez ici la mimine d'Hulk.
Et là, vous avez des points de pression qui sont utilisés par la veuve noire pour le calmer. Bon, il est à peu près tranquille, hein, ça va? Bon, la veuve noire, c'est Scarlett Johansson. Je sais pas si elle me le calmerait, moi. Hein. Et puis, il y a mon petit chouchou, le Captain America. Alors au début, le Captain America, c'est un soldat, il est plutôt malingre, il est plutôt pas très... Pourquoi est-ce qu'on le choisit lui pour devenir Captain America? Parce que c'est le plus patriote. Et puis on va lui donner le bouclier. Pour le tournage, parce qu'en fait, il y avait un tournage, hein. En fait, c'est pas vrai. Il y avait 4 boucliers. L'original, le dur, le léger, le mou. Le mou quand il était en combat, le léger quand il le lançait, et le lourd quand il fallait le soulever comme ça. Fallait pas se gourer, parce que si vous combattez avec le lourd, alors là, boum, c'est aussi le frisbee le plus vendu au monde. Bah ouais. Pour terminer, vous allez décider quel super-héros vous allez devenir. Bon, nous, visiblement, équipe Thor, donc voilà. Moi, je pense que j'ai tort, hein? Bah si, j'ai raison parce que j'ai tort. Les Avengers ont besoin de votre aide pour en venir à bout. Et je suis là! Rejoignez le combat en utilisant votre appareil d'entraînement. Très bien, il est là. Ça s'appelle un téléphone. Attention, un coup de marteau. On prend encore un coup de marteau. Et voilà. C'était votre dernier test. C'est facile. Vous êtes désormais agent officiel de la station Avengers. Et maintenant, je vais pouvoir voir Scarlett Johansson. Franchement, les Chinois, on les voit, on les devine partout. Quand vous allez dans le Maghreb, on vous dit cette usine, c'est quoi? Ben, c'est les Chinois qui l'ont construit. Et la route à côté, c'est les Chinois, en et Afrique, ainsi de suite. Donc, faut-il avoir peur? C'est une excellente question. Et pourquoi Jean-Pierre Raffarin, ça fait un bout de temps qu'il connaît le sujet? Ah oui. Bah, on verra donc ce qu'il en dit demain. Il y a sans doute du pour et du contre. Mais c'est vrai que cette conférence qui s'appellera La Chine hors de Chine, lui, c'est un spécialiste. Hein. Il adore ça depuis très très longtemps. On va le voir, regardez. Déjà, en 2008, il est en compagnie du Premier ministre chinois de l'époque. Alors, Jean-Pierre Raffarin, c'est un intermédiaire précieux entre les deux, parce qu'il faut faire des affaires avec la Chine, mais tout le problème est de savoir si on peut faire des affaires avec la Chine sans nous mettre en danger. C'est un peu le risque, parce que depuis des années, vous savez que la Chine est l'usine du monde, on leur achète énormément de choses. Du coup, c'est un pays qui s'est enrichi, il dispose désormais d'une somme d'argent énorme, puisque le monde entier paye pour acheter leurs produits. Et donc, ce qu'on appelle les réserves de change, donc l'argent que le Pékin a sous la main, comme ça, quasiment en liquide, c'est 3 000 milliards de dollars. 3 000 milliards de dollars, vous imaginez? Alors c'est les numéro 1 en la matière, hein. Ces 3 000 milliards, ils peuvent les utiliser quand ils veulent, c'est de très loin le pays le plus riche de ce point de vue. Très très loin devant ceux qui arrivent juste ensuite, c'est-à-dire les Japonais, les Saoudiens, les Suisses. Et je ne parle même pas de nous autres pauvres Européens et Américains. Donc cet argent, évidemment, c'est une puissance redoutable selon ce qu'on en fait. Ils le stockent chez eux ou ils le mettent sous forme de produits qu'ils le développent à l'étranger ou dans les banques même? Non, c'est vraiment, quand je dis dans le coffre-fort, c'est vraiment ça. C'est soit des billets, des dollars, ou soit ce qu'on appelle des bons du trésor. Enfin, c'est du liquide, quoi. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce liquide quand on est la Chine? Eh bien, effectivement, elle fait de la Chine hors de Chine. La Chine, c'est-à-dire qu'elle rachète, regardez. Je vous rappelle, par exemple, on a tendance à l'oublier, que désormais, Peugeot-Citroën est en partie chinois. Le constructeur chinois Dongfeng est devenu un des premiers actionnaires de PSA. Les Chinois rachètent vraiment un petit peu de tout. Ils rachètent des terres agricoles, aussi bien du vignoble, de la production céréalière. Vignoble, bordelais. Aussi bien des élevages pour la viande en Europe, en Amérique, en Afrique. Alors évidemment, on ne crache pas sur cet argent. Il ne faut pas forcément cracher sur cet argent. C'est le commerce international. Regardez, quand une entreprise métallurgique dans l'ouest de la France est sauvée de la faillite par de l'argent chinois, c'est très bien. Bravo, c'est très positif. Le problème, c'est que ça peut aller très très loin. Regardez, ils rachètent même des éléments stratégiques, des installations stratégiques, des ports, le Pirée, des ports en Italie, en Espagne, en Belgique. Donc là, ça commence à devenir un peu les intérêts stratégiques de l'Europe. Et l'ennui, c'est que je ne vous l'apprends pas, la Chine n'est pas une démocratie, c'est un pays plutôt dictatorial. Même quand c'est des entreprises privées qui investissent chez nous, elles rendent compte quand même. Le gouvernement impeccable. Chinois n'est jamais très 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 loin. Oui. Et ça peut poser un problème dans la mesure où ils ont aussi une politique expansionniste. Regardez, de plus en plus, la Chine annexe des territoires autour d'elle, ce qui inquiète beaucoup ses voisins. Elle se fiche totalement d'ailleurs des revendications de ses voisins en la matière. Là, vous voyez, ce sont des îles au large de la Chine. Pékin y installe des bases militaires. Ses voisins, notamment les Philippines, protestent en disant « Mais attendez, c'est pas à vous, on peut discuter ». Non, on ne discute pas. La Cour internationale de La Haye a condamné la Chine, mais Pékin a déclaré qu'il continuera de toute façon. La Chine a un énorme complexe militaro-industriel. C'est une puissance atomique, ce qui n'est pas le cas de ses voisins, les Philippines, le Vietnam ou Taïwan. Donc évidemment, ils ne font pas le poids. En fait, la Chine considère que la totalité des îles et de ce qu'il y a au large de ses côtes
c'est chinois. Regardez cette carte. Vous voyez la ligne rouge, c'est l'interprétation chinoise de la frontière. C'est-à-dire que tout leur appartient. Ça va loin, ça va bah oui, ça va très très loin. Alors les autres couleurs, c'est ce que disent les autres. Non, non, la frontière, elle est ici, elle est là. Non, non, les Chinois disent non, non, ça, c'est à nous. Et je vous le disais, quand même, la Cour internationale de la Haye a condamné cette interprétation chinoise, mais ça ne change rien. Donc, expression à double sens, que la Chine hors de Chine, puisque c'est très bien quand ça nous sauve des entreprises de la faillite. Mais ou des clubs de foot. Ou des clubs de football, au hasard. Mais ça peut parfois aller un petit peu loin. Alors, au programme ce matin, une émission britannique, évidemment que vous ne connaissez pas, qui parle d'histoire, mais avec un grand H. C'est assez chic, vous allez comprendre mieux que ça. Et ça retrace le parcours de gens. Voilà, de gens comme tout le monde. Hein. Et c'est absolument. Ça s'appelle Born on the Same Day, ce qui veut dire né le même jour. C'est diffusé sur la chaîne Channel 4. Et effectivement, il raconte des histoires, et des histoires de vie. Mais alors attention, les histoires de vie de gens qui sont nés le même jour. C'est un docu-réalité, si vous voulez. C'est construit comme un docu-réalité. Et vous vivez l'histoire de trois personnalités différentes du jour de leur naissance à aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez toujours une personne parmi les trois qui a un destin un petit peu extraordinaire, qui aura fait parler d'elle d'une manière ou d'une autre, et vous en avez deux autres qui vont avoir des vies un peu plus normales, un peu plus classiques. Mais comme on raconte aussi leurs expériences de vie, ben ça force l'admiration. C'est ça le principe? C'est le principe. Il y a quelqu'un de célèbre au milieu. Là, c'est le milieu, les célèbres, et les deux autres, pas du tout. Et les deux autres, pas du tout. Mais en fait, mais ils sont nés le même jour. Alors l'astrologie, dis donc. Ouais. Hein, mais, oui. alors justement, et ben, vous allez voir que là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, ces personnes vont vivre les mêmes moments historiques. Il y a beaucoup d'éléments. Les mêmes événements dans l'actualité, etc. Ouais, et vous voyez comment ça influence les parcours de vie. C'est assez extraordinaire. Alors pour commencer, je suppose que parmi nos téléspectateurs, il y en a qui ont dû naître le 7 mars 1944. Eh bien, ça tombe bien parce que dans l'extrait qui va suivre, c'est la date qui a été choisie. 7th, 1944. Britain is emerging from the fifth winter of the Second World War. While our cities are battered by German bombs, the government makes preparations for D-Day. On this day, 1,600 British babies take their first breath. Soon they'll be off into their lives, knowing nothing of what the future holds. Among them are these three children. What paths will they choose, and what will life choose for them? Will they find love? Will they become parents? Will they follow their dreams? Every life tells a story, and our history is made of all of them. Hewitt Reynolds, Francis Chilton, Ranulph Fiennes, all born on the same day. Alors, il y a forcément parmi les trois quelqu'un qui s'est fait remarquer dans son pays pour un acte quelconque ou, Donc, c'était pas tout à fait un acte quelconque. Oui, quelconque. C'est le dernier homme que vous avez vu, c'est celui qui avait une casquette, le grand avec les cheveux blancs. Ouais. Et lui, ça a été le premier homme à traverser l'Antarctique à pied. Il est célèbre c'est un grand monsieur, évidemment, d'Angleterre. Il a fait des voyages que personne n'avait fait jusqu'à présent. Bon, on parle des années 70. Alors, vous avez vu, vous avez trois personnalités. Donc, cet homme un peu connu, premier explorateur, vous avez une femme, et puis vous avez un homme issu première génération d'immigrés jamaïcains. À l'époque, ancienne colonie, donc vous aviez beaucoup de Jamaïcains qui partaient en Angleterre. Et donc on va suivre leur parcours. Et encore une fois, comme le casting met en avant des personnalités différentes, vous vivez l'histoire à travers ces trois personnalités. Donc une femme qui est née en 1944 et qui grandit à travers les années 50, 60. Vous avez un homme issu d'une première génération d'immigration, donc il y avait du racisme à l'époque. Et vous aviez cet homme et vous ressentez, vous voyez l'histoire à travers la vie et c'est assez extraordinaire. Regardez. It's 1962. Ran, Francis and Hewitt turned 18 this year. In Birmingham, things are looking up for Hewitt. He gets his first job at a local steel company. After a while, the foreman told me that he would like me to come in on Saturday. So I inquired what for, and he said to wash my car. And I said, I will never, ever wash your car. And he says, okay, you're dismissed. Ran is now in the army. I didn't deviate from my original
aim. The day I put my greyberry with the regimental eagle, it was the best thing ever. In the north of England, Frances is about to face her own test of nerve when she meets a young man. There was just something different about Michael. I really enjoyed myself when I was with him. 17 months later, Frances and Michael marry. Quelle bonne idée. Ouais, revoir et retracer toute l'histoire d'un pays à travers le témoignage de ces 3 exemples. Formidable. Très bonne idée. Très bien fait, parfaitement fait. On a envie Jeanne de savoir, Elfort. elle est la dame, alors... Belle se marie, elle a plus des enfants. Allez vivre à London. Merci beaucoup, Merci Anissa. Allez, avec le nouveau partenaire de Télématin, le magazine Géo, et Marie Mamjoglou, on va vous parler d'où la chanson que vous venez d'entendre, d'un pays lointain qui fête son 50e anniversaire de son indépendance, et qu'aujourd'hui, il est considéré, vous ne savez peut-être pas, comme un modèle de réussite pour tout le continent africain. C'est le Botswana, capitale Gaborone. Ah ouais, perdu. Gaborone. Perdu. Gaborone. Ouais. On dit Gaborone ou Gaborone? Gaborone. Gaborone, Oui, d'accord. 2 millions d'habitants. Vous voulez savoir autre chose? Non, oui, on va l'apprendre en regardant... La deuxième ville du pays. Botswana, Je sais plus, mais j'avais vu en plus la dernière. qui a été une colonie britannique. Eh oui. Oui, britannique. Mais qui a surtout, on va dire, fondé son avenir sur une démocratie extrêmement solide, compétente et pacifique. C'est vraiment un pays où il n'y a jamais eu ni de coup d'État ni de guerre. Et puis aussi, très important, très peu corrompu. On l'appelle d'ailleurs la Suisse de l'Afrique. C'est pas le Gabon, quoi. Parce que ça non, c'est considéré. C'est le même continent, mais c'est pas la même histoire. Non, exactement. C'est le pays considéré comme le moins corrompu de toute l'Afrique. D'où le fait qu'il soit un modèle aujourd'hui. Forcément. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est un pays extrêmement bien géré. En tout cas, géré avec beaucoup de prudence. Pourquoi? Parce qu'il a un sol riche en diamants. Les diamants, c'est leur ressource principale. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi... évidemment du pétrole, du charbon. Et en fait, juste après l'indépendance, ils ont découvert les mines de diamants et entre 1970 et 2000, pendant 30 ans, ils ont eu une croissance économique qui a explosé. Et c'est vraiment le seul pays au monde qui a eu un taux de croissance extrêmement important. Donc oui, aujourd'hui, le Botswana va très bien. C'est un pays qui se porte bien. La capitale, donc Gaborone, c'est une ville moderne avec des buildings. Ça s'étend extrêmement bien. C'est une ville magnifique. Un pays riche, mais l'argent, ça pervertit. J'ai toujours dit, on va dire ça. Oui, c'est vrai, mais tout simplement parce que ce pays, le gouvernement a décidé d'aider les habitants de son pays. C'est-à-dire qu'en fait, il les a aidés pendant toute cette période. À partir du moment où ils ont découvert les mines de diamants, c'était juste après l'indépendance en 1967, là, ils ont vraiment aidé le pays à remonter. Alors qu'ils faisaient partie vraiment des pays les plus pauvres du monde. Hein. C'est-à-dire on partage avec tout le monde. On partage avec tout le monde. Pas on se partage le butin à quelques-uns. Exactement. Ce qui peut arriver ailleurs. Très bien. Vous avez rencontré qui? On y va là? Oui, on y va tout de suite. On a rencontré une spécialiste du Botswana qui a évidemment écrit un livre là-dessus, qui a beaucoup voyagé, qui a vécu là-bas. Et vous allez voir, parce que le Botswana, c'est très beau, c'est magnifique, mais ils ont quand même quelques petits soucis. Regardez. Le miracle africain, l'exception du continent ou encore la Suisse de l'Afrique. Voilà ce qui caractérise le Botswana. Cet ancien protectorat britannique est classé comme le pays le moins corrompu d'Afrique. Depuis son indépendance il y a 50 ans, le Botswana a réussi à passer d'un des États les plus pauvres du monde à l'une des plus fortes croissances du monde. C'est un modèle de réussite pour la raison simple, c'est que c'est un pays démocratique et surtout qui a toujours misé sur sa bonne gouvernance. En fait, le maître mot, c'est de ne pas faire de déficit. Depuis la découverte de la première mine de diamants en 1967, l'industrie diamantaire est devenue un pilier de l'économie du pays. Avec une croissance annuelle de près de 10%, il est aujourd'hui devenu le deuxième producteur mondial de diamants, derrière la Russie. Et c'est à partir de 1982 qu'on peut parler de ces 30 glorieuses, parce que le pays produit de plus en plus de diamants et le prix du diamant monte. Le pays a toujours reversé l'argent qu'il gagnait de ses richesses diamantifères, l'a reversé à sa population et son objectif prioritaire a été l'enseignement. Et il existe maintenant une université du Botswana, UB, qui est très reconnue dans le monde. Le diamant est une ressource certes précieuse, mais pas illimitée. La diversification est primordiale et le Botswana se tourne aujourd'hui entre autres vers le tourisme de safari. Il représente le second secteur économique du pays.
Mais comme tout pays, il a son talon d'Achille. Et ce talon d'Achille, il se décline sous deux formes. C'est la pauvreté qui existe encore et le sida. La pauvreté, elle recouvre à peu près un quart de la population. Le second problème, qui est plus exposé et plus international, c'est le sida. Le gouvernement a eu du mal à faire face et ils ont pris des mesures à partir de l'an 2000. Elles ont été efficaces grâce à un dépistage précis dans des hôpitaux bien équipés. Le Botswana a décrété la lutte contre le sida urgence nationale, devenant ainsi le premier pays africain à rendre les traitements antirétroviraux gratuits. Sur le plan extérieur, le Botswana est un peu un chef de file dans la région australe. C'est un des plus riches après l'Afrique du Sud. Le Botswana est un joyau méconnu avec un territoire splendide. Il a ouvert la voie à l'écotourisme il y a des années de cela afin de préserver son incroyable faune. Un pays africain hors norme qui se bat pour le tourisme de demain. Merci. Voilà. Pour la suite, vous documenterez avec le magazine Géo. Géo, exactement, parce que l'article est vraiment magnifique et très très intéressant. Si vous le permettez, William, seulement si vous le permettez, j'aimerais vous parler d'un tout petit... Les Bushmen. Les Bushmen, c'est en fait les premiers... C'est ceux qui font. C'est les habitants. Oui, exactement. C'est les premiers habitants d'Afrique australe. Ils sont à peu près 100 000, 50 000 au Botswana. Aujourd'hui, ils sont persécutés. Les dieux sont tombés sur la tête. Exactement. Bah oui. Persécutés aujourd'hui, chassés de leur territoire alors qu'ils sont sur cette terre-là depuis des millénaires. Donc voilà, il y a aujourd'hui une ONG britannique qui fait appel à la communauté internationale. Grand journaliste et grand photographe. On commence par lui. Oui, regardez cette photo. J'allais vous dire, connaissez-vous ce monsieur? Alors apparemment, oui, William, c'est l'un des derniers représentants de l'âge d'or du photojournalisme. Il vient de nous quitter, il avait 93 ans. Il s'agit de Marc Ribou. Alors vous savez, Marc Ribou, c'est un de ces hommes... Vous voyez la photo, vous vous dites « Ah oui, c'est lui là, voilà. Et oui, voilà, il y a des photos qui sont plus célèbres que le bonhomme. Alors là, par exemple, on a le peintre Zazou, photographié en 1953. Il faut savoir que Marc Ribou s'est lancé dans la photo, il avait 14 ans, quand son père lui a offert un appareil de poche Kodak, pour citer la marque. Il a été ensuite résistant, centralien, il est devenu ingénieur, et puis un jour, il prend 8 jours de congé, il n'est jamais revenu. Il est parti avec son appareil photo, et puis il a changé de carrière. Alors, vous avez aussi cette photo, très connue également, intitulée « Autoportrait », prise à l'aéroport de Léopoldville, l'ancienne Kinshasa. Alors, il appelle ça autoportrait, mais en fait, Marc Ribou, lui, il est dans le, dans le reflet de la paire de lunettes du soldat. Là, on est donc, à l'époque, c'était le Congo, c'est devenu le Zaïre, maintenant c'est le Congo démocratique. Regardez ces autres photos, parce que Libé rend un bel hommage ce matin à Marc Ribou. Cette femme, c'est les femmes en haut à droite. À gauche, oui. Alors déjà, il y a les femmes, les iraniennes, comme des ombres devant le portrait d'Ayatollah Khomeini en 79 à Téhéran lors de la révolution islamique. Et puis alors très célèbre aussi la photo en bas à gauche de cette femme à Washington en 67 qui manifeste contre la guerre du Vietnam. On l'a appelée la jeune femme à la fleur. En haut, on est à Leeds en 54. En bas à droite, on est en 65 en Chine lors de la révolution culturelle, la construction d'une digue. Et puis alors encore d'autres photos pour avoir une idée du travail de Marc Ribou. En haut à droite, vous avez une jeune fille qui porte un bikini en 1953 à Dubrovnik, donc en Croatie, sous l'œil réprobateur de la grand-mère. Et alors la photo en bas à droite, malheureusement, perd de sa saveur en noir et blanc parce qu'en fait, il y avait les plumes du pan, les couleurs des plumes du pan faisaient écho aux couleurs des saris qui sont juste derrière. Cette photo a été prise en Inde dans les années 50. Alors, Marc Ribou était l'ami, un proche d'Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, enfin là, il n'y en a que du gros. Tous ces gens-là ont fondé l'agence Magnum. Et Marc Ribou a été président de l'agence Magnum de 1974 à 1979. De beaux hommages ce matin. Et le frère d'un grand industriel français. Évidemment. Et de très beaux hommages ce matin dans le Figaro et dans Libération. La rentrée des enchères. Le Figaro nous explique que les prix vont flamber. Il y a du gros, des raretés art déco, la dispersion fleuve d'objets du 18e d'un grand hôtel particulier parisien, 400 œuvres ayant appartenu à Claude Berry. Tout ça sera aux enchères. Ça, c'est ça le le fameux hôtel particulier
Qui appartenait à Claude Berry? Non, 400 objets de Claude Berry. Et là, c'est le contenu d'un hôtel particulier du 18e à Paris. Il y aura aussi des objets faits par Diego Giacometti. On le voit dans son atelier là. On voit aussi la paire de fauteuils qui est mise aux enchères, fauteuil à tête de lionne, entre 150 et 200 euros. Entre 150 et 200 000, oui. C'est mieux. Voilà. Et alors, à l'étranger, ça va flamber aussi. Si c'est 200. Il va y avoir du monde. À l'étranger, vous avez à gauche un Basquiat ayant appartenu à David Bowie. Il l'a acheté après avoir tourné un film dans lequel il jouait le rôle d'Andy Warhol, qui était le mentor de Basquiat, entre 2 et 3 millions d'euros. Les bottes, vous saviez qu'elles appartiennent? Bon, c'est écrit. Ronald Reagan, à vendre. Il y aura 700 objets comme ça, à vendre à New York. Et puis alors, les boucles d'oreilles, Marilyn. Ah bah oui. Elles ont appartenu à Marilyn et il y aura tout un tas de bijoux, de vêtements et de lettres ayant appartenu à Marilyn qui seront mises aux enchères à Los Angeles et ce sera au mois de novembre.